Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission 34, on fait le tour des projets du printemps de la TVC. Bienvenue à Studio Libre. C'est toujours plaisant de parler au doyen de la TVC Basse-Lièvre. Avant, c'était André Soucy, mais depuis qu'il a pris sa retraite, c'est Jean-François Joannis. Comment ça va, Jean-François? Ça va bien, ça fait drôle de se faire comparer à André Soucy, par exemple. Pas que c'est mal, mais ouais, c'est drôle. C'est sûr qu'en étant, on s'entend, t'es le doyen. Ah ouais. Parce que ça fait quoi, 23, ça va faire 23 ans, là, 2002. Oui, c'est vrai que tu étais rentré ici en août 2002, si je ne me trompe pas. 2002, effectivement, tu as raison. Ça veut dire cet été, ça va faire 23. Oui, c'est exactement ça. Je te dis comment est-ce que je compte mes années. Hier, je parlais avec quelqu'un au karaté de mon travail, puis j'ai dit que ça faisait 21 ou 22 ans que ça faisait. Effectivement, c'est 22, là, c'est ça. 22 comptés, 23 s'en vient. 23. Et puis, on va se parler de tes émissions parce qu'il y en a tellement cette année, là. C'est une année de fou de ton bord. C'est toujours une année de fou. Rien de nouveau. Mais c'est encore pire cette année, je pense, parce que là, t'es non seulement avec tes projets habituels, l'informel, et puis dans l'atelier, mais il y a aussi le Soundcheck Podcast que t'es réalisateur, puis tu fais le montage et compagnie, puis l'édition finale. Parle-moi donc de ça, comment ça s'est passé, parce que là, au début, puis comme je parlais avec Steven Bilodeau la semaine passée, on était censé en faire 14, on fait la saison d'automne, et puis finalement, juste à la saison d'automne, je pense qu'on en a fait 18 ou 19 parce que la demande était là, puis là, on retourne encore pour l'année prochaine, ce qu'on a pratiquement jamais fait, même se préparer aussitôt pour faire du contenu pour l'année prochaine. Ben, tu l'as dit. C'est ça. On en a fait pas mal plus que prévu. Comment est-ce que c'est arrivé? C'est un peu... Ça faisait un bout que Steven nous parlait qu'il voulait faire ça. Puis, tu sais, comme bien des projets, souvent, puis c'est normal en télé, il y a bien de projets que tout le monde va parler, ça va, ça vient. Ça se débloque jamais. Une idée, puis tout ça. Puis là, finalement, quand Steven est arrivé et que c'était officiel, j'étais agréablement surpris. Pas que je doutais de lui, mais juste par expérience. C'est parce que c'est le temps aussi que lui avait peut-être pas, là, parce que en étant humoriste, tout ça, il court d'un bord puis de l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, il est encore occupé. Là. C'est dur de l'attraper et de l'amener dans la chaise. Fait que c'est ça. Puis oui, le projet semblait intéressant, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros au niveau de deux choses. De un, la réception qui a été vraiment incroyable. Ah oui. C'est souvent des milliers de vues là, à chaque fois qu'il y a une vidéo qui s'en va sur YouTube. Les TikTok aussi. Les TikTok live. Ça bouge beaucoup, tout ça. Mais aussi, j'ai été surpris de voir à quel point les témoignages étaient vraiment bouleversants, touchants. Ça va, là, le range, là, c'est de tout un à tout l'autre. Il y en a qui vont avoir vécu des expériences que... Là, j'espère que je ne relate pas, je me souviens pas, je t'en ai parlé déjà à ton émission, mais ça passe de une expérience assez positive, puis des gars qui sont vraiment... qui ont apprécié leur service militaire, à d'autres que ça a été vraiment une histoire d'horreur. C'est plus souvent qu'autrement des histoires difficiles, ou du moins où c'est partagé. Puis là, tu te retrouves souvent, moi je dis tout le temps que on dirait que je suis pas capable souvent de saisir si ces gens-là sont contents d'avoir fait leur service militaire ou non. C'est parce vrai. Que c'est comme sont bouleversés de leur expérience, mais en même temps, on dirait qu'ils voudraient le refaire et le refaire encore. Tu sais. Ouais. C'est assez spécial comme témoignage, mais écoute, bouleversant, touchant. Puis là, il y a c'est sûr que je parle pour l'automne prochain, mais si ça se formule comme c'est prévu pour le prochain enregistrement, on va avoir vraiment des témoignages écœurants pour l'automne prochain. Ça va être assez spécial. Oui. Puis, en parlant de beaux témoignages, on en a des beaux témoignages dans ton autre émission, L'Informel, ton classique. T'es rendu à pratiquement 150 émissions. Actuellement, on se parle, on est autour de 145, oui, à peu près. Et puis, on a des témoignages de monde qu'on s'attendait pas. Parce qu'on a souvent des a priori quand on reçoit quelqu'un ou quand on fait de la recherche sur quelqu'un. Et souvent, ils vont nous surprendre. Oui. Tu sais, on va prendre les gars de En deux chaises de métal. On s'attendait pas. On savait pas trop à quoi s'attendre, mais ça a viré vraiment intéressant. Là. TJ et Marco, moi, je sais pas, ça n'a pas mal sorti comme je pensais. Ils sont super amicales, easy going. C'est des conversations faciles à avoir avec eux autres. C'est super le fun.
Puis, écoute, leur savoir en matière de lutte, c'est fou. Ils connaissent ça solide. TJ, mon Dieu Seigneur. Ouais, il disait que c'était une encyclopédie. J'ai même pas besoin d'accord. Ouais, tout à fait. C'est fou. Tu sais, moi, ça me permet aussi d'en apprendre parce que je suis pas un gros fan de lutte. On a suivi ça un peu comme ça. Par la bande, ouais. On connaît des noms, mais c'est pas... Des années 80, les fameux Hulk Hogan puis Macho Man de notre ère, là. Mais, tu sais, plus loin que ça, là, puis eux autres vont dans la lutte locale aussi. C'est ça, ils sont dans la lutte locale. Effectivement, ils sont dans la lutte locale. La lutte québécoise, ils sont rentrés là-dedans, puis ils sont vraiment connus dans le milieu. Ils sont appréciés aussi. Tu sais, quand tu vois, si t'écoutes nos galas de lutte, à chaque fois que Patrick, il va les présenter, là, il reçoit une bonne ronde d'applaudissements. Tu vois qu'ils sont appréciés. Puis les gens l'écoutent aussi, l'émission, parce que ceux qui sont là, vont l'écouter pour les commentaires de TJ puis Marco. C'est ça qui était... Ben oui. Tu dis, ils font la moitié du show. C'est ça. Tu peux être amateur de lutte, puis tu veux quasiment être amateur de TJ puis Marco, parce qu'ils sont divertissants, sont drôles. Nous autres, dans la régie, on fait le show, puis on passe une bonne soirée, là, parce qu'ils nous font rire la soirée. C'est super cool. C'est comme payer... La fois, je t'ai dit ça. C'est comme payer faire avoir un spectacle gratuit, dans le fond, là, qui nous a rien coûté. C'est carrément un show. Nous autres, on a ça en primeur. Puis il y a des fois où ils vont aller chercher des références. Tu te dis, mais écoute, ils sont allés chercher ça loin. Ils sont vite. Oui, c'est instantané. Là. Une prise, un tel, comme un tel. Ils me sortent des noms. Comme j'ai ça jamais me rappelle entendu un tel ça classique des années 80 ou je sais pas quoi. Là, tabarouette. Mais c'est ça. Ils en mangent, ils font rien de ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est pour ça que le show est divertissant une fois que tu le regardes à la télé, puis c'est une autre expérience que de regarder live, essentiellement. Totalement. Oui. C'est drôle parce que Stéphane me disait que il écoutait le show 3 fois. Une fois en tant que patron, une fois en tant que lutteur et une fois en tant qu'amateur. Ah ouais? Ouais. Puis il prenait des notes puis tout ça pour parler de ce que... Il s'investit. Oui. Puis c'est ça que ça prend. C'est faut que tu t'investisses là-dedans pour trouver les petites choses à laquelles tu peux dire puis améliorer le show, là. C'est un fan maniaque, là, dans le fond. Là, oui. Carrément. Littéralement. Puis je pense que c'est à cause de ça qu'on leur doit leur succès, c'est parce que c'est tous des fanatiques. Puis moi, comme je dis, je n'étais pas un grand amateur de lutte, je suis toujours pas. C'est pas mon truc, mais j'apprécie le travail qu'ils mettent là-dedans. Je veux dire, eux autres, là, tous les lutteurs sont là, même qui luttent pas, sont là à monter le stage le jour, défaire tout le soir, même s'ils viennent de faire leur combat, puis ça. Fait que c'est une gang de dévoués, puis ça, j'apprécie toujours ça. Ouais. Parlant de dévoués aussi, dans ton émission dans l'atelier, ça aussi, c'est des dévoués parce que c'est des dévoués à leur art. Ouais. Et puis souvent, c'est des gens qui vont perfectionner leur art pendant des dizaines et des dizaines d'années. Cette année, on a été un peu ailleurs, je trouve. Avec, on a fait beaucoup de peintres, de sculpteurs. On en fait encore, mais on a fait aussi, première, c'est José Franqueur, peintre, ici à Buckingham. Mais il y en a un autre, le deuxième épisode qui sort là, incessamment, là, selon ce qu'on va présenter l'émission. C'est à partir de lundi prochain. À partir de lundi, c'est ça. Ouais. Et donc, Özgane Miracha, qu'on a rencontré, et d'ailleurs, c'était une référence de Jean-Yves Guindon, qui nous avait dit « ça serait le fun que vous l'interviewez, parce que me semble qu'il y a quelque chose à dire, puis c'est spécial son art. » Puis on a vraiment été... Vraiment surpris. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai vraiment été surpris. Là. J'ai été impressionné de ce qu'il fait parce que c'est rare. Il n'y en a pas beaucoup. Définitivement pas beaucoup dans la région, on sait ça. Puis il nous le raconte, là, à Montréal, le bassin est différent. Donc, il était à Montréal ou il était à l'extérieur de Montréal? Il était à Montréal, il était proche, là. Puis, nécessairement, le bassin d'artiste est plus grand. Fait que d'être ici en région, pour lui, ça fait que c'est assez unique ce qu'il fait. Excuse-moi, dans notre coin. Puis, c'est de sculpter la pierre. Sculpter la pierre, c'est quelque chose. C'est un art qui est vraiment différent de n'importe quoi d'autre que tu pourrais faire. Puis, c'est impressionnant tout ce que tu peux apprendre d'une roche, tu sais. Oui, j'en ai été surpris moi-même. C'est des roches, tu sais. Oui, c'est ça. Puis, c'est beau. Là. À un moment donné, on la polie, puis ça reste là. Oui, mais c'est ça. Puis là, ce qu'il nous explique, c'est comment est-ce que, chaque
pierre qui va travailler dessus, il va avoir une origine différente. Puis il y en a qui viennent de loin, là, puis qui ont des particularités uniques souvent dans la couleur, des choses comme ça. Puis ils nous montrent ça. Puis c'est assez impressionnant. Puis tu sais, une des premières remarques que je fais quand je fais une émission, c'est que je me demande, ben, ça vient de où, toutes ces pierres-là? Parce que, je veux dire, si tu fais de la peinture, tu vas, au Michaels et tu achètes ta peinture. La pierre, tu sais, tu trouves ça. Puis là, c'est ça, il fait venir ça là, de d'autres pays, là, de loin, puis à cause des particularités des différentes pierres. Puis ça donne des résultats. Ça fait qu'à chaque sculpture, c'est assez unique là, à chaque œuvre qu'il fait. Puis, non, un gars super sympathique. Puis c'est drôle. Parce que cette saison-ci, je trouve que j'ai un petit peu déconstruit l'image qu'on se fait d'un artiste. Oui. Parce que si tu regardes, Josée, elle travaillait en santé. Donc, elle a travaillé, je pense, pour une compagnie pharmaceutique. Là. Je m'avance un peu, puis je vais de mémoire, mais ça serait à vérifier, mais c'est quelque chose comme ça. Du moins, en tout cas, elle devait rencontrer des médecins pour présenter des trucs. Fait qu'elle était en santé, puis après ça, tu as Özgen qui est ingénieur. Oui. Puis là, tu t'imagines pas, c'est des travails, c'est un travail autant un pour l'autre qui est très concret, tu sais. Tu sais, Özgen, c'est dans les chiffres, les dimensions, tout ça, puis tu te dis, c'est très cérébral, tu sais, ça sonne pas créatif ce qu'ils font, mais ça l'est. Ça l'est finalement, tu sais. Oui. Puis les deux, ils me sont arrivés avec un petit peu leur point de vue, parce qu'ils ont fait des parallèles avec leur travail puis leur passion de l'art. Puis c'est ça, fait que ça redéconstruit l'image que moi je m'étais fait de qui serait un artiste. Puis je trouvais ça super intéressant. Fait que comme quoi, l'art, ça appartient à tout le monde. Ouais. Puis on est allé, comme je disais, ailleurs parce que non seulement on n'a pas quitté la région, mais on est allé dans une autre forme d'art. Ouais. On est allé dans l'art culinaire. Ouais. Et ça, au départ, ben, on en a parlé, on l'a reçu. Et puis, c'est moi, à un moment donné, je dis, hey, il me semble que ça pourrait peut-être être une bonne idée de l'inviter dans l'atelier parce que, dans le fond, c'est de l'art ce qu'elle fait. C'est pas juste, bon, on parle de gâteau, mais c'est pas juste du gâteau ordinaire rond. Et voilà. Oui, elle en fait un peu, mais il y a aussi de l'art dans ça avec Sabrina Sigouin. Oui, c'est ça, Sabrina Sigouin, on parle d'elle. Sa boutique, c'est La Belle Pâtissière. Oui, j'avais reçu à l'informel parce qu'à un moment donné, elle a fait son lancement, tout ça, puis on a eu un communiqué de presse, puis je trouvais ça intéressant ce qu'elle faisait. Puis elle a un parcours assez particulier, c'est des concours là, internationaux de décoration de gâteaux, comme qui connaît ça, je sais bien que c'est très niche. Oui, absolument. C'est correct, mais je connaissais absolument pas ça, puis j'étais surpris d'apprendre tout ce qu'il y avait dans ce monde-là. Puis écoute, oui, c'est de l'art. C'est carrément de l'art. Si tu vois, si quelqu'un veut consulter son profil Instagram, tous les posts qu'elle fait, là, les gâteaux, là, c'est pas des gâteaux que tu vois habituellement. Non, absolument. Il y a celui qui m'a jeté à terre, je pense le plus, c'est probablement son chevreuil. Gâteau chevreuil, ça a l'air. Faut le dire, oui, c'est ça, c'est un chevreuil grandeur nature. Là, c'est vraiment... mais ça, c'est pour des concours, encore une fois. Mais ça se mangeait. Ça se mangeait. Mais c'est ça, puis c'est un domaine, les concours, ça a l'air d'être assez intense. Oui. Puis, c'est ça, il y a ça, le chevreuil, mais il y en a plein d'autres. Vous allez voir, là, tout ce qu'elle peut faire, c'est créatif, puis ça demande vraiment du talent pour créer des trucs du genre. Fait qu'on est allé visiter sa pâtisserie. Puis on s'est gâtés aussi, on nous a offert une coupe d'affaires. C'était pas mal bon, c'était pas mal de fun. On parle de culture régionale avec Mario Boulian. Oui. Ça fait longtemps que je voulais parler de la musique dans la région. Je trouve que c'est comme ça aussi que j'ai un peu abordé l'entrevue avec Mario. C'est comment est-ce que, tu sais, en Outaouais, il me semble qu'on en a beaucoup de talent. On a beaucoup de groupes, on a beaucoup d'auteurs. Mais ça s'exporte pas beaucoup. Ça s'exporte pas assez, en tout cas, ça c'est clair. Puis tu sais, c'est correct si on se supporte entre nous autres, puis que, tu sais, le Salon du Livre, c'est encore une fois cette année, ça a été un gros succès. On a plein d'artistes qui connaissent beaucoup de succès dans le coin. Mais reste que c'est particulier de voir comment c'est ça. Ça reste beaucoup en Outaouais pour plusieurs. Un microcosme, si on veut. Puis il n'y a pas vraiment puis souvent, c'est qu'ils vont... ce qu'il disait d'ailleurs aussi, c'est que ceux qui commencent à réussir vont s'expatrier à Montréal parce que c'est là. Puis que tout le boom culturel, Montréal ou Québec, c'est vraiment là que ça se passe. Malgré qu'on a quand même un bon boom culturel, on a des activités, mais est-ce que
c'est de là à en vivre. Ceux qui veulent en vivre de ça, c'est un autre bout. Il faut être capable d'en vivre là, à un moment donné si on veut perfectionner son art. Oui, tout à fait. Puis, mais on a beaucoup, je pense qu'on a focusé surtout sur, peut-être pas surtout, mais beaucoup sur surtout la musique. Mm-hmm. Puis, au niveau musique, parce que je pense en d'autres formes d'art, il y en a qui réussissent à s'exporter. On pense à Diane Fontaine, on pense à Christian Quesnel, on pense à tous ces gens-là qui font d'autres formes d'art qui réussissent un petit peu à s'exporter. Mais en musique, c'était encore plus rare, je pense. Ouais. Puis c'est un peu ce qui est ressorti. Puis il me faisait réaliser des choses comme, il dit, trouve-moi un studio d'enregistrement en musique ici en Outaouais. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que exactement ce que je disais, si on veut en vivre, ben là, les gens vont à Montréal, puis après ça, ben là, vu que les gens vont à Montréal, ben là, il y a des studios, puis c'est un cercle qui tourne. C'est un cercle pratiquement vicieux. Oui, tout à fait. Puis aussi, Mario, écoute, on sait, là, il est au droit depuis 1998, je ne me trompe pas. Oui, absolument. La culture en Outaouais, il l'a couvert de bout en bout. De bout en bout. Puis, connaît tout le monde, puis il a donné la place à tout le monde, je trouve. Les petits groupes locaux, là, ils ont pu se faire connaître grâce à la couverture que Mario a offert. Puis, écoute, il en connaît, là, mais pas à peu près. Là, il connaît tout. Puis, je me souviens pas ce que je m'en allais avec ça, mais je trouvais ça le fun de voir. Moi, ça m'a permis d'en apprendre sur qu'est-ce qui se passe davantage. Ça m'a permis d'apprendre davantage sur ce qui se passe dans la région là, au niveau de la musique, puis d'apprendre des nouveaux noms. Puis aussi, c'était le fun d'un peu de connaître l'arrière, peut-être pas l'arrière-scène, mais toute la business de ça, là, du monde de la musique dans le coin. Puis c'est ça, puis écoute, il est passionné, puis aussi, il en a vu des groupes, là, c'est malade. Ben oui. Puis depuis longtemps, depuis avant même qu'il soit chroniqueur, il a toujours été un maniaque de musique. Je pense qu'il nous a parlé de Queen en 82 au Forum. Ouais, et puis il me disait qu'il avait vu genre Queen, Def Leppard, puis genre 3 groupes en 3 soirs au Forum pour 15$. Ouais, ça c'est une autre affaire aussi, l'accessibilité à la musique. Aujourd'hui, il faut vendre un rein pour avoir un billet là, de spectacle dans un spectacle d'un artiste. Puis en même temps, on n'a pas parlé tant que ça, mais la musique est rendue quasiment gratuite aussi. Fait que t'as pas le même choix de faire de l'argent sur tes spectacles. C'est drôle parce que on disait on s'exporte peu parce que. Puis le pire, c'est qu'on a tous les moyens. Là. Spotify, moi je connais des gens qui ont été à l'école avec moi, qui sont rendus musiciens et puis qui sont joués dans le country à Nashville et puis tout ça, puis qui partent un peu partout. Et puis, tu dis, on s'exporte peu, mais on a les moyens. Mais pourquoi que c'est bizarre? Lui, il ramène c'est un cliché, dans le fond, dans le monde de la musique, il faut être ton break. T'sais. Oui, absolument. C'est ça. On parle d'Arson, évidemment, qui est mon frère, que j'ai fait des vidéos avec lui. Puis il dit bien des belles choses d'eux autres, puis il dit mais ils n'ont pas eu leur break. C'est ça. Même pour beaucoup d'artistes du coin. C'est rendu compliqué aussi en musique, puis ce qui a soulevé, je peux pas croire qu'il y a à peu près 3 ou 4 directeurs musicaux qui décident de ce qui va passer à travers la province au grand complet dans les radios, parce que maintenant les radios, c'est des réseaux. C'est des réseaux qui couvrent l'ensemble des... puis généralement, ils ont peut-être 2 directeurs musicaux là, par groupe. Donc, c'est un petit groupe très, très select qui choisit. Et c'est là que je pense que les radios communautaires vont avoir peut-être un peu plus d'influence. Je pense il y a quelques années aux 3 accords. Qui ont commencé pas dans les grosses radios. Non, ils ont commencé à CISM, qui est la radio de l'Université de Montréal, si je ne me trompe pas. Et puis... c'est là qu'ils ont commencé et la fameuse chanson hawaïenne passait genre 8 ou 10 fois par jour parce que tout le monde la demandait. Et c'est qu'à un moment donné, là, ils ont fait « Oh, il y a peut-être quelque chose. » Les radios commerciales ont fait « Oh, il y a peut-être quelque chose là. Ah ben, on va aller voir, il y a une popularité, on va la passer. » Et c'est devenu succès que c'est devenu. Mais c'est justement, c'est d'avoir son break et d'avoir un intérêt du public. C'est vraiment difficile parce qu'on a l'impression que
tout un chacun est capable de faire de la musique. Là, on les voit, là, La Voix, Star Academy et compagnie. Il y en a plein qui émergent, en plus des indépendants. Je me souviens, à l'époque où je faisais de la radio communautaire, je faisais de l'acquisition de musique. Et il y a un site qui est utilisé beaucoup par les directeurs musicaux, qui s'appelle 45 tours. Et ça, c'est tous les nouveaux. Et n'importe qui peut à peu près déposer une chanson là. Ça coûte pas tellement cher, c'est quelques centaines de dollars. Mettons, on peut déposer pratiquement un album pour en bas de 1000 dollars. Donc, et tous les directeurs musicaux à peu près du Québec ont accès à ça. Et donc, ils vont se nourrir là, avec... on peut télécharger pour les mettre dans notre playlist musicale. Et on envoie beaucoup de country, mais on envoie beaucoup sur cette plateforme-là. Puis là, à un moment donné, on peut pas tout écouter. On va aller souvent vers des artistes qu'on connaît, puis des sure shots, comme on dit, là. Je me souviens pas, peut-être tu peux me rafraîchir la mémoire, mais il disait qu'il recevait, mais juste Mario comme chroniqueur culturel, il recevait à peu près 60 et quelques courriels pour faire écouter des albums ou des singles par semaine. Ouais. Puis il dit qu'il en écoute à peu près 75%, je pense qu'il me disait, ou quelque chose comme ça. Mais à un moment donné, tu deviens qu'à les découvrir, qu'à les écouter en diagonale. Tu les écoutes, un bout, OK, tu fais comme OK, c'est bon, il y a un bon groove, tout ça. Puis après ça, quand tu as fait ton premier screening, ben là, tu vas faire... Ça m'est arrivé, par contre, de faire un mauvais screening. Puis ça, c'est une anecdote que je raconte souvent. Je prends une chanson, j'écoute les paroles un peu, tout ça. OK, c'est bon. Puis j'écoute en 2-3 sections, mais j'ai oublié d'écouter le refrain. Okay. Et le refrain était plutôt, un peu rough pour un public. J'étais à Natashquan à l'époque. Et puis, c'était comme, je pense que je la repasserai pas celle-là. C'était un peu tantinet vulgaire. OK. T'as pas les chiens sales, des fois? Non, c'était pas ça, mais c'était un groupe un peu méconnu. Mais je trouvais le groove bon, mais c'est qu'à un moment donné, quand je l'ai, et je m'en suis rendu compte, quand je l'ai passé en ondes la première fois, je l'ai écouté, je fais... Oh mon Dieu, quelle gaffe que j'ai faite là. J'aurais dû, donc dû. Fait que, à un moment donné, mais c'est ça, il faut les écouter, il faut découvrir la musique, il faut pas être fermé parce que j'ai entendu des choses qui étaient comme ça me heurte le tympan. Là. Si vous voulez en découvrir, justement, Mario fait les vendredis, il appelle ça c'est vendredi en musique ou c'est vendredi musique. Mario en musique, quelque chose je me sens que c'est les vendredis en musique, mais c'est les balados de Mario. Oui, c'est ça. Ou les balados Le Droit, ça passe là aussi, là, si vous cherchez ça. Puis, si vous avez goût de découvrir de la nouvelle musique, là, ben, Mario il fait beaucoup de propositions comme ça, c'est vendredi soir. Puis ça a l'air, c'est vraiment un show classique comme tu entendais à la radio à l'époque, je trouve, là, où parle du groupe puis passe une toune puis fait que pour les gens qui veulent découvrir des trucs nouveaux. Se rappeler pratiquement Claude Rajotte et son cimetière des CD. On en a parlé oui. C'est un monument en termes de critique de musique, Claude. On attendait d'ailleurs à l'époque, les artistes attendaient la critique de leur disque, s'ils passaient au shredder, mais ça pouvait, on parle des influenceurs aujourd'hui, mais ça pouvait avoir l'influence là, de dire hey, écoute, là, l'album va vendre, Claude Rajotte l'a démoli, ben les ventes peuvent être pas mal plus basses. Là. Ouais, mais tu sais, Musique Plus, c'était la référence en musique là, dans ces années-là. Là, c'était fou, là, qui était dérivé de MTV, tout ça. Puis on en parle un petit peu pendant le podcast parce qu'on se dit, tu sais, on manque peut-être de moyens. De faire connaître le nouveau, justement, parce qu'il y a effectivement, pour réutiliser ton terme, un microcosme. Il y a un genre de microcosme autour des artistes au Québec où est-ce que, tu sais, c'est Québécois et compagnie qui vont propulser leurs artistes, puis qui gèrent énormément d'artistes. Fait que, alors que dans le temps de Musique Plus, ben, on avait la chance pour le grand public d'avoir une référence parce qu'on entendait toutes sortes de choses. Oui, tu as raison, ça faisait une influence sur les ventes des albums, mais ça te permettait d'en découvrir beaucoup parce qu'il n'y avait pas justement ce microcosme-là. Puis oui, des indépendants comme des grosses compagnies de disques pouvaient y passer. Fait que tu avais vraiment une belle consommation de musique. Moi, je me souviens, puis je suis sûr que c'était pareil chez vous. La Musique Plus, il était allumé souvent. Dans l'adolescence, Musique Plus était allumé pendant que je faisais autre chose. Puis là, j'entendais des affaires. Puis là, Puis là, une nouvelle tune qui venait de sortir. Puis dans ce temps-là, ce qui était cool,
c'est que tu savais pas... T'attendais, c'est ça. Fait que t'avais un enthousiasme. Il n'y avait pas de playlist là, qui arrivait. Le prochain, les 3 prochains, l'affaire. Mais pas juste ça. T'avais pas de médias sociaux, fait que t'avais pas... je vais sonner vieux, là, mais c'est pas grave. T'avais pas genre... tu peux pas savoir que tout se brassait avant même que ça arrive. Oui. Fait que les artistes pouvaient arriver pour faire la promotion de leur truc comme ils voulaient. Oui. Fait que tu sais, et puis, vous savez, mon groupe fétiche chez Dépêche Mode, je me souviens, en 97, je pense que c'était, 97, si je me souviens bien, qu'ils ont sorti leur album après leur grosse période noire où est-ce que... le chanteur avait fait une tentative de suicide, tout ça, dans les années 94. Puis là, on savait plus ce qui se passerait pour le groupe. Puis d'un coup, boum! Il y a une vidéo qui sort du groupe. Tu fais comme, wow! Tu n'as jamais entendu parler, là, ces médias sociaux. Non, tu sais pas qu'est-ce qui s'en venait. Là. Mais c'était le même pour plein de choses. Je me souviens de la sortie de Madonna avec Frozen. Mm-hmm. C'était quelque chose là, quand ça a sorti. Black or White de Michael Jackson. Mm-hmm. C'était comme pété là, quand ça s'est arrivé. Mais t'avais pas genre, tu sais, OK, ben, mettons, pour revenir à Michael Jackson, Michael Jackson t'en préparé une vidéo. Tu savais pas à l'avance. Non, c'est ça. Il n'y avait pas de leak là, qui se passait. Puis là, à cette heure, faut que tu fasses attention parce que là, c'est souvent même les équipes. Tu sais, mettons, quelqu'un va prendre une photo, une vidéo, hey, je suis en train de faire ça. Puis là, les équipes font comme non, esprit, ferme ta boîte. Y a pas, c'est que tu pouvais promouvoir ton artiste comme tu le voulais. Puis ce qui était cool, je trouve, de ces années-là, c'est que tu connaissais l'art avant l'homme. Oui. Je voulais en parler avec Mario de ça, puis je pense pas qu'on en a parlé. Non, je pense pas. Puis ce que je trouve ça fascinant, ce phénomène-là, où est-ce qu'à cette heure, tu sais, t'es une personne avec toutes tes couleurs, puis toutes tes affaires personnelles, tout ça, avant quasiment même d'être un artiste. Puis moi, je trouve, ça me manque, je trouve, cette époque-là, où est-ce qu'il y avait quelque chose de beau de voir l'art qui était présenté comme l'artiste le voulait, Fait que tu pouvais faire ta promo, tu pouvais faire ton vidéo, tu pouvais faire tous tes trucs, puis avoir un certain fil, puis une certaine cohérence dans tout ce que tu sortais comme matériel. Fait que quand Pink Floyd arrivait avec leur nouvelle tournée, là, c'était le mystère Pink Floyd, c'était préparé, c'était senti, il y avait un feeling autour de ça qu'aujourd'hui, tu n'as pas à cause que tu connais toutes les petites rumeurs qui te sortent avec ton téléphone. Ça. Ah, mais ça, écoute, on peut pas arrêter la technologie, mon cher. Ben, c'est toujours un plaisir de te parler, Jean-François. Puis merci beaucoup d'être là. Puis merci beaucoup de continuer après ces pratiquement 23 ans à la TVC. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 34 de Studio Libre. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, le seul et unique Jean-François Joannis, que vous pouvez voir à l'animation de l'Informel, ainsi que dans l'atelier et beaucoup d'autres projets qui se retrouvent d'ailleurs sur notre chaîne YouTube. Nous avons également notre groupe de discussion Facebook que vous pouvez retrouver au TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses, officiel. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se retrouve pour une prochaine à Studio Libre.